Nous venons de voir les obligations et nous allons maintenant étudier les actions. Oui, mais alors là, ça se complique. Attachez vos ceintures. Comme nous l'avons vu dans la session sur l'entreprise, une action n'est pas un titre de créance comme l'obligation, mais un titre de propriété. Ceci signifie que l'actionnaire détient un droit de vote pour désigner une direction d'entreprise qui travaillera dans le sens de ses intérêts et il décidera avec les autres actionnaires de la partie du résultat ou des réserves qui sera distribuée en dividendes. Il y a donc deux différences profondes avec les obligations. Tout d'abord, les actions ne sont jamais remboursées et sont des titres permanents. Et la deuxième différence, c'est que les revenus, qui sont des dividendes et non des coupons, n'ont rien de contractuel et donc leur montant n'est pas certain. Une obligation, on sait ce qu'on va toucher et c'est la base de sa valorisation. Pour une action, il va nous falloir une base et pour cela, on va donc écrire un scénario de dividendes. Là, c'est déjà plus compliqué. Heureusement, nous connaissons l'entreprise grâce à ses bilans passés. Si c'est une entreprise en démarrage, une start-up comme on dit aujourd'hui, nous avons un business plan. Dans les deux cas, il nous est alors possible, en fonction des avantages compétitifs de l'entreprise et de notre connaissance de son marché, d'écrire des scénarios. Ces scénarios nous permettent de déterminer l'évolution des dividendes sur quelques années, 5 par exemple. Mais comme le titre financier qu'est l'action a une durée de vie infinie, on va devoir ensuite extrapoler en prenant le dividende à la fin du scénario et on va lui appliquer un taux de croissance annuel à l'infini. Bon, pas très simple tout ça. Si d'aventure vous preniez une soudaine envie de boursicoter, sachez que pour les entreprises cotées, les banques publient des notes d'analystes qui suivent des entreprises cotées en bourse et qui donnent des nouvelles de celles-ci, et surtout des prévisions de dividendes futurs et des objectifs de cours. Ces notes donnent leur opinion du moment pour savoir s'il faut acheter l'action, se renforcer si on en a déjà, la conserver ou tout simplement la vendre. Les sites web d'information boursière établissent aussi un consensus des analyses pour les plus grosses valeurs. La formule magique pour gagner en bourse à tous les coups? Non, pas vraiment, ça se saurait. Mais poursuivons sur la valorisation de l'action. Maintenant que nous avons un scénario de dividendes futurs, nous allons faire exactement la même chose que pour une obligation. On va donner à chacun de ces dividendes une valeur actualisée. Bien sûr, mais quel est le taux d'actualisation que nous allons retenir? On a vu que pour les obligations, le taux d'intérêt se décomposait du taux d'intérêt sans risque et d'une prime de risque propre à l'emprunteur. Eh bien, c'est la même chose pour une action. On va partir du taux d'intérêt sans risque et on va y ajouter une prime de risque propre à l'entreprise. Donc, le taux d'actualisation de l'action, c'est le taux d'intérêt sans risque qui rémunère la non-disponibilité de l'argent, plus la prime de risque propre à l'action. Eh bien, on va illustrer ceci par un petit exemple. Supposons une entreprise qui ne verse pas de dividendes actuellement. C'est peut-être une entreprise en création ou une entreprise en difficulté. Mais cette situation ne durera pas et le plan d'affaires laisse entendre le versement d'un dividende de 80 centimes la troisième année, puis de 1,20 € la quatrième année, 2 € la cinquième année et 2,50 € la sixième année. À partir de cet instant, on pense que l'entreprise sera sur sa trajectoire de croisière et que son dividende augmentera de 5% tous les ans. Il va donc falloir que nous actualisions ces différentes valeurs pour obtenir la valeur totale de l'action. Quel va être le taux d'intérêt que nous allons prendre? Il faudrait normalement prendre le taux à 1 an pour le premier dividende, puis celui à 2 ans pour le suivant, et ainsi de suite. Bon, c'est un petit peu compliqué. On va faire plus simple et on va prendre le taux de l'emprunt d'État à 10 ans, qui représente une bonne moyenne, d'autant que les taux s'aplatissent dans le temps. On va donc prendre comme référence 2%. Maintenant, il va falloir choisir une prime de risque. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Comme les dividendes ne sont nullement garantis, on comprend que la prime de risque d'une action est en général supérieure à celle d'une obligation. On va mettre ce problème de côté pour l'instant. Nous verrons plus loin comment les marchés font pour l'évaluer. Dans notre exemple, on va prendre une prime de risque de 8%. Donc, 2% de taux d'intérêt plus 8% de prime de risque, cela nous fait donc un taux d'actualisation de 10%. Allons-y. Les deux premiers dividendes ne valent rien. 0 actualisé à 10%, ça fera toujours 0. Le premier dividende de 80 centimes ne vaut alors plus que 60.
Le suivant d'1,20 € vaut 82 centimes. Et plus nous allons avancer dans le temps, plus la valeur actualisée du dividende sera éloignée de son montant. Ainsi, le dividende de l'année 20, qui est normalement de 4,95 €, ne vaut plus que 73 centimes. Quant à celui de l'année 40, qui ferait 13, il n'est valorisé qu'à 29 centimes. Cette situation se comprend. Outre le fait qu'un revenu éloigné dans le temps vaut moins, le fait qu'il soit incertain le dévalorise encore plus. Et si on considère qu'on a une visibilité raisonnable sur les 5 prochaines années, on se doute que la société dans 40 ans ne ressemblera nullement à ce qu'elle est aujourd'hui, et elle pourrait même tout simplement ne plus exister. On a donc compris comment fonctionnait la valorisation d'une action. On va essayer de mettre tout cela en équation. Comme pour une obligation, la valeur actualisée du dividende de l'année n est égale au dividende div n divisé par la puissance n de 1 plus le taux d'actualisation. Nous définissons le taux d'actualisation comme étant égal au taux d'intérêt t plus la prime de risque r. Bon, il est possible que ce type de formule vous rebute. Vous n'êtes pas familier des notations mathématiques. Ce n'est pas grave en soi. Encore une fois, l'objectif n'est pas que vous deveniez un super financier. Si c'était votre objectif, courez vite vous inscrire à un cours de mathématiques. Mais juste que vous compreniez la logique. Et ce que dit cette formule est tout simple. Tout dividende futur est dévalué par le taux d'intérêt et surtout la prime de risque. Et plus le dividende est éloigné dans le temps, plus il est dévalué. Ce que nous avions vu avec notre petit exemple. Donc, la valeur de l'action est donnée par l'addition de toutes les valeurs actualisées de dividendes futurs. L'action est donc égale au premier dividende actualisé, plus le deuxième dividende actualisé, et ainsi de suite à l'infini. Jusqu'ici, il n'y a rien de vraiment nouveau par rapport à ce que nous avions vu avec une obligation, à ceci près que le flux est infini, et là, c'est carrément embêtant. Mais c'est là que deux chercheurs du MIT, Gordon et Shapiro, vont nous donner un bon coup de main. Reprenons donc notre dernière formule en remplaçant les div 1 à div n par le dernier dividende connu et réalisé, div, auquel nous allons appliquer un taux de progression de g. Le prochain dividende, div 1, aura progressé de g par rapport au dernier dividende connu, div. Le dividende suivant, div 2, enregistrera 2 fois la même progression par rapport au dernier dividende connu, div, et ainsi de suite à l'infini. Ainsi, le nème dividende div n enregistrera n fois la progression g sur le dividende initial div. Et bien maintenant, on va reprendre la formule précédente en remplaçant les div 1, div 2, div n, et nous obtenons alors cette super formule. Bon alors, là ça devient carrément compliqué et on ne sait pas trop ce que l'on va en faire. C'est là qu'on aime bien Gordon et Shapiro, car cette formule est équivalente au dividende initial div que divise le taux d'actualisation, donc le taux d'intérêt t plus la prime de risque r, moins la croissance du dividende g. Bon, ne me demandez pas de vous démontrer l'équivalence entre ces deux dernières formules. Je ne suis pas mathématicien. Par contre, vous pouvez essayer sur un tableur et vous verrez que ça converge bien vers cette valeur. Donc, on retient ceci. La valeur d'une action est théoriquement égale à son dividende initial divisé par la différence entre le taux d'actualisation, donc le taux d'intérêt plus la prime de risque, et le taux de croissance du dividende. Imaginons une action qui sert un dividende constant de 10 tous les ans et que le taux d'intérêt soit de 2%. Eh bien, cette action vaudrait 10 que divise 0,02, soit 500. Oui, mais ceci est bien trop beau, on sait que ces dividendes n'ont rien de certain. Donc la prime de risque de 8% va dévaloriser tout cela. En intégrant celle-ci, elle vaut donc 10 que divise 0,02 plus 0,08, soit 10 que divise 0,1, soit 100. Elle vient de prendre 80% dans la vue. Ben oui, c'est logique, parce que franchement, ces dividendes de 10 à l'infini, c'est tout sauf sûr. Oui, mais là, on a été un petit peu trop méchant, puisqu'en réalité, on estime que le dividende va croître de 5% tous les ans. En intégrant ce paramètre, la valeur de l'action serait alors de 10 que divise 0,02 plus 0,08 moins 0,05, soit 10 que divise 0,05, soit 200.
Donc, dans ce modèle, on a 4 paramètres pour valoriser l'action, le dernier dividende versé, le taux d'intérêt, la prime de risque et la croissance attendue du dividende. Le taux de progression du dividende a l'effet exactement contraire au taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, c'est-à-dire le taux d'intérêt et la prime de risque, dévalorise l'action et la progression du dividende joue en sens inverse. Que se passe-t-il si le taux de progression du dividende est supérieur au taux d'actualisation? La réponse est simple, l'action a une valeur infinie. Surprenant? Pas tant que ça. Imaginons que vous deviez recevoir un dividende de 10, que ce dividende soit absolument certain et qu'il n'y ait aucune préférence pour le présent par rapport au futur, donc le taux d'intérêt est nul. Eh bien, quel que soit le montant du dividende, un tel produit financier n'aurait pas de prix, il vaudrait l'infini. Supposons maintenant qu'il y a un taux d'intérêt de 2% et que nous allions recevoir un dividende de 10 qui progresse de 2% tous les ans. Là encore, un tel produit financier aura une valeur infinie. Fort heureusement, sur les actions, c'est moins probable puisque la prime de risque est significative. Quoique dans les périodes d'euphorie boursière, on a l'impression que certaines valeurs tendent vers l'infini, tant elles sont carrément déraisonnables. On fait souvent remarquer que la formule de Gordon et Shapiro ne s'applique pas à toutes les entreprises, notamment celles qui ne versent pas de dividendes. C'est à la fois exact et inexact. On nous parle souvent des entreprises de croissance, des start-up qui ne versent pas de dividendes et qui, pourtant, ont une valeur parfois très forte. Dans la réalité, ce sont toujours les dividendes qui motivent la valeur et on attend de ces entreprises qu'elles versent à terme de très gros dividendes. C'est l'exemple même d'Apple qui pendant des années n'a pas versé de dividendes et qui pourtant était déjà très fortement valorisée. Elle ne versera son premier dividende qu'en 2012 et cela ne décevra pas les actionnaires. En 2018, elle est la première entreprise au monde à dépasser la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc, dans les cas d'entreprises de forte croissance qui sont appelées à avoir une position dominante sur un marché, les actionnaires ne demandent pas de dividendes qui affaibliraient la trésorerie de l'entreprise et préfèrent que la société utilise cette trésorerie pour avoir la croissance la plus rapide possible, celle qui lui donnera une position dominante sur le marché, qui lui permettra d'imposer ses prix et donc de dégager de très gros dividendes. On dit dans ce cas que les actionnaires valorisent la croissance et non les dividendes. Ce n'est pas faux, sauf qu'au final, c'est toujours les dividendes qu'attendent les actionnaires. Reprenons l'exemple de la société que nous avions prise au début et qui ne versait pas de dividendes. On ne devrait pas pouvoir appliquer la formule de Gordon et Shapiro. Par contre, notre scénario se basait à partir de la 7e année sur une croissance régulière du dividende. Cette formule est donc utile pour déterminer la valeur de l'entreprise à la 6e année. Le dividende de la 6e année est de 2,5, notre taux de croissance du dividende est de 5% et le taux d'actualisation est de 10%. La valeur de l'entreprise à cette date serait donc de 2,5 que divise 0,05 soit 50. On va donc considérer que la 6e année, l'actionnaire reçoit son dividende de 2,5 qui vaut 1,41 € en valeur actualisée, mais aussi la valeur de l'entreprise qui est de 50. Un peu comme s'il avait vendu son action à ce moment-là. Nous actualisons cette valeur de 50 qui devient 28,22 €. La valeur totale de l'action serait donc de 32,29 €. L'autre grand intérêt de la formule de Gordon et Shapiro est sa portée macroéconomique. En effet, si on se réfère à un indice boursier, le CAC 40 ou le Dow Jones par exemple, on peut considérer que cet indice est une grosse société qui verse un dividende donné dont on peut estimer une progression. Sur la base du taux d'intérêt du moment et de la prime de risque, on pourrait donc calculer la valeur réelle de l'indice, savoir s'il est trop cher ou au contraire sous-estimé. Oui, mais il y a quelque chose qui manque à ce puzzle. Quelle est la valeur de la prime de risque ? Dans notre exemple, nous avons décidé que nous appliquions une prime de risque de 8% sans l'avoir motivée par quoi que ce soit. Pourquoi pas 6% ou encore 12%? On sait comment la prime de risque s'évalue dans le cas d'une obligation. On calcule le taux d'intérêt de l'obligation par un calcul d'actualisation et on compare ce taux d'intérêt à celui de l'emprunt jugé sans risque ayant la même durée à courir. Dans le cas de l'action, c'est beaucoup plus compliqué car les dividendes n'ont rien de contractuel.
On ne sait pas a priori ce que chaque société va verser. Chaque scénario est différent et il est donc difficile de comparer avec une obligation de référence qui, elle, se rembourse à échéance. Alors comment va-t-on faire? Le risque intrinsèque d'une action peut être décomposé en deux risques. Le risque spécifique de l'action, donc la mauvaise gestion, l'escroquerie, les problèmes spécifiques au marché de l'entreprise, et le risque général du marché, donc les risques de taux, le risque politique, le risque systémique. On va donc considérer qu'on n'investit jamais dans une action seule, mais dans un portefeuille diversifié. Si le portefeuille est bien diversifié, on devrait donc éliminer les risques propres à l'action. Ben oui, dans ce cas, les succès de certaines actions seront compensés par les sous-performances des autres. Donc pour déterminer la prime de risque que l'on doit appliquer à chaque action, on va évaluer, sur la base des cours historiques, le coefficient de corrélation bêta de l'action par rapport au marché de référence. Pour les matheux, le coefficient bêta d'un titre A par rapport à un marché M est le rapport entre la covariance de la rentabilité du titre A avec celle du marché et la variance de la rentabilité du marché. En clair, on détermine dans les variations passées du titre ce qui relève du marché et ce qui relève de l'action en propre. Le coefficient bêta exprime la façon de se comporter du titre par rapport au marché. Si ce coefficient de corrélation est de 1, ceci signifie que l'action réagit exactement comme le marché. S'il est inférieur à 1, ceci signifie qu'il sous-réagit par rapport aux fluctuations du marché. Ça veut dire que, indépendamment de son comportement qui lui est propre, elle baisse moins que le marché. On dit qu'il s'agit d'une valeur défensive. S'il est supérieur à 1, c'est qu'elle amplifie les évolutions du marché. C'est ce qu'on appelle une valeur cyclique parce qu'elle est sensible aux cycles économiques. Les sociétés cotées en bourse ou les plateformes boursières publient les bêtas de chaque société. C'est facile, il s'agit simplement d'un calcul statistique réalisé sur la base des cours passés. Et si la société n'est pas cotée en bourse, pas de problème, on déterminera son bêta en prenant une moyenne de bêta de sociétés cotées en bourse et intervenant dans le même secteur d'activité. La prime de risque que l'on doit donc appliquer à une action est égale à la prime de risque du marché multipliée par le bêta de la société. La prime de risque que l'on applique alors à l'action ne prend donc pas en compte le risque spécifique de l'action puisqu'il a été neutralisé par un portefeuille diversifié. Dans le cas d'une société non cotée, on ajoutera cependant une prime de non-liquidité. Si on veut vendre ses actions, c'est souvent plus difficile de trouver un preneur. Ben oui, très beau tout cela. Mais comment on évalue la prime de risque d'un marché? Là, vous touchez au Graal de la bourse. Tout le monde aimerait connaître la prime de risque d'un marché à un moment donné. Et oui, nous nous trouvons ici face à une grosse devinette. Jusqu'à présent, nous avons travaillé la question de la valorisation des actions comme nous l'avions fait pour les obligations, sur la base d'un scénario de flux de trésorerie. Le problème, c'est que pour les obligations, le scénario des coupons et remboursements est connu et fixe parce que c'est un contrat entre prêteur et emprunteur, pas pour les actions. Du coup, si le cours des actions monte et s'il n'y a aucun changement dans le taux d'intérêt, c'est parce que le scénario des dividendes est revu à la hausse ou parce que les marchés sont moins prudents, ce qui signifie que la prime de risque baisse. Difficile à dire. Fort heureusement, il existe des bureaux d'analyse financière qui compilent les différentes perspectives des entreprises et des analystes qui les couvrent. Ceci leur permet de calculer ce qui devrait être à un moment donné la valeur de la prime de risque pour un indice comme le CAC 40, l'Eurostoxx 50 ou le Dow Jones. Bon, inutile de vous dire qu'une telle information est tout sauf gratuite, tant elle a des incidences importantes pour la décision d'investir ou de ne pas investir. Historiquement, les primes de risque des différents marchés européens et états-uniens évoluent entre 1 et 10%, avec un couloir privilégié entre 3 et 6%. Les récentes crises boursières de l'an 2000, puis de 2008, ont largement fait remonter celles-ci en les situant toujours au-dessus de 6% à partir de 2008. D'une certaine façon, on peut dire qu'elles ont augmenté en compensant la baisse des taux d'intérêt sur la même période. Contentons-nous de dire que cette prime de risque est le reflet du niveau de trouille des investisseurs sur un marché donné. La rémunération d'un actionnaire sur une période donnée est égale à la différence entre le cours en fin de période et le cours en début de période
augmenter des dividendes qu'il aura perçus sur cette même période. Nous allons, dans un premier temps, nous situer dans un scénario dans lequel le dividende DIV va rester constant dans le temps. Par application de la formule de Gordon et Shapiro, l'action vaut théoriquement son dividende DIV divisé par la somme du taux d'intérêt T et d'une prime de risque R. Donnons maintenant des valeurs numériques. Si le dernier dividende était de 10, le taux d'intérêt de 2% et la prime de risque de 8%, l'action vaudrait théoriquement 100. Une année s'est écoulée. L'actionnaire a touché son dividende de 10 et normalement l'action vaut exactement la même chose, à savoir 100, puisqu'on part du principe que ni le taux d'intérêt ni la prime de risque n'ont changé. Puisqu'il n'y a pas de différence de cours, la rémunération de l'actionnaire se limite donc au dividende qui est de 10. Si on rapporte 10 à la valeur de l'action, on constate que cette rémunération est exactement égale à 10 sur 100, donc 10%, ce qui est le taux d'actualisation, addition du taux d'intérêt de 2% et de la prime de risque de 8%. On remarquera que cet exemple a un petit côté irréaliste. La prime de risque se justifie par l'incertitude sur les dividendes versés, alors qu'ils sont ici totalement constants. La prime de risque devrait donc être à 0 ou proche de 0. Dans la réalité, c'est plutôt un scénario dans lequel le dividende oscillera autour de 10 et dans lequel le marché est persuadé que c'est le cours pivot et qu'il ne changera pas à l'avenir. Changeons maintenant un petit quelque chose. Le dividende est appelé à croître de 3% tous les ans. Comme il y a désormais un taux de croissance du dividende G, on va déduire ce G du dénominateur dans la formule de Gordon et Shapiro. Pour établir la valeur théorique de l'action, on va donc reprendre le dividende DIV de 10 que l'on va diviser par la différence entre le taux d'actualisation et le taux de croissance. Le taux d'actualisation est de 10%, 2% d'intérêt plus 8% de prime de risque. Le taux de croissance est de 3%. La valeur théorique de l'action devrait alors être de 10 que divise 0,07, ce qui nous fait 142,86. Normal. Sur une année, l'actionnaire a donc reçu un dividende de 10. Si on rapporte ce dividende de 10 sur la valeur de l'action de 142,86, on voit alors que sa rémunération n'est plus que de 7%. C'est exact, sauf qu'en toute logique, cet actionnaire va recevoir une rémunération complémentaire qui correspond à la revalorisation de l'action. En effet, le prochain dividende attendu sera augmenté de 3%, ce qui revalorise l'action de 3%. Elle vaudrait donc désormais 147,14 au lieu de 142,86. La rémunération de l'actionnaire se compose donc d'une réévaluation de cours de 4,28 et d'un dividende de 10, soit un total de 14,28. Rapporter cela à la valeur initiale de l'action de 142,86, on voit bien que la rémunération de l'actionnaire reste de 10%. Il a en effet touché un dividende de 7% du prix de l'action et une revalorisation de celle-ci de 3%. On comprend donc que la rémunération attendue par l'actionnaire est toujours égale au taux d'intérêt et à la prime de risque propre à l'action qui, comme vous le savez maintenant, dépend du bêta spécifique à l'entreprise, mais surtout de la trouille des marchés eux-mêmes. Bon, on pourrait penser qu'il ne s'agit là que de simples spéculations, d'agents financiers en recherche de gains rapides, qu'il n'y a aucun lien avec l'économie réelle. Ce serait faire une grosse erreur. Ben oui, ce sont les actionnaires qui nomment les directions d'entreprise. Et elles sont censées travailler dans le sens de ceci et de la signification d'un cours de bourse. Lorsqu'une entreprise doit se décider sur un projet, elle va donc prendre en compte les dépenses en termes de trésorerie sortante et évaluer les rentrées d'argent que ce projet va apporter. Prenons donc un petit exemple. Imaginons qu'une entreprise ait évalué un projet de développement qui, comme presque toujours, nécessite des dépenses initiales pour obtenir les années suivantes un retour sur investissement. L'entreprise évalue donc tous les flux de trésorerie qu'année après année, ce projet apportera. Les 2 premières années vont être coûteuses. D'après le plan de développement, l'entreprise va dépenser 100 la première année, puis 120 la seconde. À partir de la 3e, on commence à avoir un début de retour sur investissement, mais on perd encore un peu d'argent, moins 60. Ce n'est qu'à la 4e qu'on est cash flow positif, comme on dit. Le projet monte alors en puissance jusqu'à la 6e année, où il rapportera 70.
Puis, comme tout projet a une durée de vie limitée, les liquidités que ce projet rapporte baisseront de 10 tous les ans et ne produira plus rien à partir de la 12e année. La méthode à papa consiste à dire que si ce projet rapporte plus à terme que ce qui a été dépensé, alors on s'engage dans ce projet. On fait l'addition de tous ces flux et on obtient effectivement un flux de trésorerie positif de 50. On aurait donc tort de ne pas s'engager dans ce projet. Ben oui, mais ce projet n'a rien de certain. On peut très bien s'être trompé dans les coûts initiaux, comme dans l'accueil du marché. On admet que les chiffres de ce projet correspondent à un profil moyen. Par ailleurs, il y a le facteur temps à rémunérer. Nous retrouvons donc ici les deux composantes du taux d'actualisation, le taux d'intérêt et la prime de risque. On va donc maintenant donner une valeur actualisée à chacun de ces flux. On s'aperçoit alors que les périodes de retour sur investissement sont très fortement dévalorisées, ce qui fait que le projet dégage une valeur actuelle nette, on appelle cela la VAN, négative de 71,1. Le projet ne sera pas adopté parce qu'il ne rapporte pas assez d'argent. Sur le fond, on comprend la logique. Tout projet comporte des incertitudes et il faut donc que la rentabilité escomptée puisse couvrir d'éventuelles erreurs de jugement. Le problème est que la prime de risque est déterminée par le marché. Plus le marché panique par rapport aux conditions politiques et économiques, plus les entreprises seront sélectives sur les projets. Triste réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui explique que l'on ferme des unités de production qui ne sont pas assez rentables vis-à-vis des objectifs que se sont donnés les propriétaires et qui se traduisent dans les cours boursiers. Vous vous souvenez aussi que dans la série sur l'entreprise, nous avions dit que le recours à l'emprunt avait pour inconvénient de faire payer des intérêts à l'entreprise. Mais nous avons tout de suite rajouté que cela pouvait aussi être un avantage et qu'on allait vous l'expliquer dans la série sur la finance. Eh bien, c'est le moment d'en parler. Nous avons précédemment évoqué les flux de trésorerie du projet qui correspondent à ce qui sera disponible pour les actionnaires. Nous n'avons nullement évoqué la structure de financement de ce projet. En effet, nous avons dit que le projet coûterait 100 la première année, puis 120 la suivante. Lorsque l'on étudie un projet d'investissement, l'entreprise travaille toujours simultanément les modalités de financement. Sur fonds propres, c'est donc la trésorerie de l'entreprise qui finance, ou par emprunt. Peut-être que les flux de trésorerie négatifs du début, 100, 120 et 60, intègrent déjà des emprunts et qu'ils seraient en réalité plus grands si l'entreprise avait tout autofinancé. Peut-être aussi qu'on pourrait plus recourir à l'emprunt et qu'on pourrait ainsi réduire les flux négatifs à 80 et 80 sur les 2 premières années. Cela veut dire qu'on a emprunté 20 et 40 les 2 premières années. Le problème est qu'il va falloir rembourser et que cela va réduire les flux futurs, d'autant qu'on aura les intérêts à payer en plus. Donc a priori, c'est moins intéressant. Eh bien, pas forcément. Si le taux d'intérêt sans risque est de 2% et que la prime de risque de l'action de l'entreprise est de 8%, on peut considérer que l'entreprise pourra emprunter avec une prime de risque moins forte. En effet, en cas de problème, les emprunts sont payés prioritairement, ce qui explique que la prime de risque de l'obligation ou de l'emprunt de l'entreprise soit moins forte que la prime de risque de l'action. Il est donc possible que la prime de risque de l'emprunt soit de 4%, ce qui permet à l'entreprise d'emprunter à 6%. Il peut donc être intéressant pour l'entreprise de financer certains actifs par endettement plutôt que par fonds propres, le coût de l'endettement étant moins fort que celui que demandent les actionnaires. Si par exemple les actionnaires demandent du 10%, mais qu'un projet n'est capable d'apporter que du 8% de rendement aux actionnaires, il est parfois possible d'emprunter plus à 6% pour que le rendement des fonds propres se rapproche des 10% demandés. Mais cela pose un double problème. En empruntant plus, l'entreprise se fragilise. Et si l'entreprise se fragilise plus, il est possible que les créanciers demandent des taux d'intérêt encore plus élevés, 8% au lieu de 6% par exemple. Si l'approche financière peut parfois pousser à plus d'endettement des entreprises pour faire jouer ce que l'on appelle un effet de levier, cela a aussi tendance à fragiliser les entreprises et peut se retourner contre celles-ci.